Bonjour mes amis. Aujourd'hui nous discuterons d'une histoire qui suscite encore beaucoup de questions. Sans plus de mots, passons directement à l'affaire. La vérité est une chose intéressante, particulièrement si l'on sait bien la manipuler. Parfois tout est si embrouillé qu'il est impossible de distinguer le mensonge. Mais cela aidera-t-il à éviter la punition de l'héroïne de l'histoire d'aujourd'hui? Qui est-elle? Une meurtrière perfide? Ou une victime? Qui a finalement pu rassembler ses forces et résister à des années de tyrannie? Mindy Bereni vivait dans une petite ville agricole dans une famille de classe moyenne à Anvers, dans l'état de Gaïa. Sa mère s'appelait Shirley. Encore aux années scolaires, elle a rencontré son futur mari nommé Andy Bereni. À cette période, il avait 18 ans et Shirley 17. Elle continuait encore ses études au lycée. Et son petit ami à ce moment avait déjà obtenu son diplôme, était devenu mécanicien automobile et s'était bien établi. La relation se développait rapidement. Le couple s'est marié quelques mois après leur rencontre. De façon inattendue pour tous, Shirley a découvert qu'elle était enceinte d'un autre garçon, avec qui elle sortait avant Andy. Elle n'avait pas trompé Andy, c'était simplement une coïncidence. Shirley a longtemps hésité, ne sachant pas comment le lui dire. Et en vain. Son bien-aimé l'a accepté, elle et le bébé, comme les siens. Le couple a vécu ensemble 15 ans. Dans ce mariage sont nés 3 enfants au total. 2 étaient les enfants d'Andy. Mais après 1,5 décennies de bonheur familial, ils ont décidé de divorcer. Shirley a renoncé à la garde de ses fils Steve et Scott, ainsi que de Mindy, âgée de 6 ans. Elle craignait de ne pas pouvoir maintenir les enfants à flot en tant que mère célibataire. En conséquence, tous les 3 sont allés vivre chez leur père. Mindy a toujours aimé papa. Il semblait que ses sentiments parentaux étaient réciproques. Cependant, assez rapidement, des changements inquiétants ont commencé à se produire dans la vie de l'enfant. Déjà plus âgée, Mindy racontait que vers l'âge de 9 ans, son père l'a appelée pour la première fois dans sa chambre et lui a demandé de faire un massage. Plus tard, Mindy se souvenait de cette expérience comme d'une agression sexuelle. La fillette à ce moment-là ne comprenait pas exactement ce qui se passait et obéissait. Mais selon ses souvenirs, cela ne ressemblait pas à un massage ordinaire. L'enfant comprenait que quelque chose n'allait pas. Finalement, elle a refusé d'aller dans la chambre de son père. À partir de ce moment, l'attitude de l'homme est devenue beaucoup plus cruelle. Mindy a commencé à exercer une pression morale sur ses enfants, les insultait et pouvait même utiliser la force physique. Finalement, les frères aînés ont décidé de quitter la maison. Mindy s'est remariée. Il semblait que cela devait améliorer la situation familiale difficile. Néanmoins, le père continuait de contrôler strictement l'adolescente. Mindy voulait s'amuser avec ses amis, comme toute lycéenne. Cependant, son père ne le lui permettait pas. Il est devenu très manipulateur, particulièrement quand l'héroïne de l'histoire est devenue plus âgée et a trouvé un travail au McDonald's le plus proche. L'homme la surveillait littéralement, tenait même un compte du kilométrage qu'elle parcourait en voiture. Andy fouillait régulièrement la chambre de sa fille et enregistrait et écoutait ses conversations téléphoniques. Quand l'homme quittait la maison, laissant sa fille seule, il débranchait les téléphones pour qu'elle ne puisse communiquer avec personne sans sa surveillance. Bien sûr, elle voulait maintenir le contact avec ses pairs, être comme les autres adolescents. Mais cela provoquait la colère du père. Il écoutait souvent les dialogues de Mindy. S'il n'aimait pas quelque chose, il débranchait simplement le téléphone du réseau. Le père insistait que sa fille devait obéir strictement, mais elle ne voulait pas. À l'âge de 16 ans, le comportement de Mindy est devenu dangereux. Le père a plusieurs fois saisi sa fille et l'a étranglée. Si elle résistait à sa tyrannie, il la jetait et la frappait, mais essayait de ne pas laisser de traces. Cependant, Andy l'intimidait. C'est pourquoi elle n'en parlait à personne. Cette même année, Mindy a appris qu'elle était enceinte. On ne sait pas qui était le père de l'enfant. La jeune fille était désespérée. Elle ne pouvait pas imaginer élever un bébé dans une telle atmosphère. Le comportement de son père biologique était simplement insupportable. Elle craignait sérieusement pour sa vie et sa santé. L'atmosphère dans la maison ne faisait que s'intensifier. Le 27 septembre 1995 dans la journée, Mindy est rentrée de son service de travail et a découvert que son père avait encore fouillé sa chambre. Cette fois, le cendrier qu'elle cachait dans l'armoire avait disparu. Andy était mécontent et avait dit auparavant que s'il la prenait encore une fois en train de fumer, ce serait la dernière fois qu'il la punirait. Selon la lycéenne, cela sonnait très menaçant. La future mère a eu peur. Le père l'a poussée à bout, puis, tranquillement, est parti vaquer à ses occupations. Plus tard ce même jour, Mindy s'est précipitée dans sa chambre à l'étage et a saisi le fusil de chasse accroché au mur.
Après cela, elle s'est enfuie dans la salle de bain. La jeune fille voulait se tirer dessus. Andy n'était pas à la maison à ce moment-là, mais il devait revenir d'une minute à l'autre. Tout s'est passé au moment même où elle a changé d'avis et allait remettre le fusil de chasse à sa place, de manière à ce que l'homme ne remarque rien. Malheureusement, Mindy n'a pas eu le temps. Quand Andy a ouvert la porte et a vu sa fille avec l'arme dans les mains, il est immédiatement entré dans une rage et s'est jeté sur elle. Selon Mindy, elle a eu très peur et était certaine que c'était la fin. L'homme s'est retourné pour fermer la porte et a dit qu'il allait maintenant lui donner une correction. Quelques secondes plus tard, un coup de feu a retenti. Vers 16 h le 27 septembre, Johnny, la seconde femme d'Andy, a appelé au poste de police. Elle a dit que Mindy avait tiré sur son père avec un fusil de chasse. Les policiers sont arrivés sur l'appel et ont trouvé l'homme en sang sur le sol de la maison. La lycéenne enceinte de 16 ans insistait qu'il s'agissait de légitime défense. Selon la jeune fille, elle avait subi pendant de longues années des violences physiques, sexuelles, ainsi qu'émotionnelles, une pression morale et un contrôle total de la part de son père tyran, qui la punissait cruellement pour les moindres fautes. Elle a dû repousser l'homme, mais elle a accidentellement tiré sur son père. Les avocats ont volontiers accepté cette version de la jeune fille et comptaient obtenir l'acquittement de leur cliente. Mais un grand problème était le fait que Mindy ne partageait presque avec personne ses expériences et problèmes. Andy ne permettait pas de communiquer avec qui que ce soit sans sa supervision. Donc elle n'avait littéralement pas la possibilité de parler de ses problèmes à ses amis et amis. Il n'y avait pas non plus de traces sur son corps. Ce facteur présageait de grandes difficultés. Convaincre les jurés de la légitime défense sans témoignage de témoins et sans preuves était devenu beaucoup plus difficile. La mère de la jeune fille insistait sur le fait qu'elle avait effectivement des problèmes avec son père. Plusieurs fois, Mindy avait réussi à la contacter. Chaque fois, la lycéenne se plaignait des mauvais traitements de son père. La mère n'entreprenait rien, car c'étaient des cas isolés, après lesquels sa fille disait elle-même que tout allait bien. Elle pensait que la jeune Mindy exagérait simplement tous les problèmes. Maintenant, la jeune fille faisait référence au fait que son père l'intimidait, c'est pourquoi elle devait couvrir l'homme. Shirley a confirmé qu'il se comportait de manière similaire pendant leur mariage. Quand la femme a parlé avec les détectives au poste, elle a raconté comment elle-même avait subi des attaques similaires de la part de son mari. C'était devenu la raison principale de leur séparation. Cependant, elle ne croyait tout simplement pas que son ex-mari utiliserait la même méthode d'influence sur sa fille. Comprendre l'ampleur de ce qui se passait était également empêché par l'isolation informationnelle. La jeune fille ne pouvait pas communiquer tranquillement avec qui que ce soit. Elle réussissait rarement à trouver quelques minutes pour téléphoner à quelqu'un sans le contrôle d'Andy. Shirley était du côté de sa fille. Cependant, les proches d'Andy le soutenaient tous entièrement. Ils insistaient sur le fait qu'il n'avait jamais été violent et manipulateur. Mindy avait toujours été une enfant agitée et très désobéissante. Avec l'âge, les pires qualités de la jeune fille n'avaient-ils fait que s'aggraver. On la décrivait comme une menteuse pathologique, une rebelle qui essayait constamment de s'enfuir de la maison. À plusieurs reprises, elle y était parvenue. D'après leurs paroles, on pouvait conclure qu'il ne s'agissait pas de légitime défense, mais d'un meurtre cruel prémédité d'une personne qui essayait de toutes ses forces de protéger son enfant des problèmes. La seconde femme nommée Johnny, avec qui il avait vécu 8 ans, prenait sa défense. Elle décrivait Andy comme un mari aimant et un père dévoué, qui avait élevé 2 fils, faisait tout pour sa fille ingrate. Elle considérait l'homme comme un modèle de chef de famille honorable qu'on essayait de faire passer pour un tyran afin de justifier un meurtre cruel. Selon Johnny, Andy consacrait tout son temps libre aux enfants. Ils allaient souvent à la rivière qui se trouvait près de la maison, pêchaient et faisaient du bateau. Cela était confirmé par tous les voisins du défunt, mais ils ne savaient rien du caractère rebelle de la fille et n'avaient pas entendu parler de l'atmosphère tendue dans la famille. Johnny décrivait son mari comme un travailleur qui avait consacré sa vie à la famille. Elle n'admettait pas l'idée qu'il puisse être l'agresseur de sa propre fille. Cependant, Andy était un père assez strict, maintenait la discipline à la maison, mais pour un homme, cela semblait normal. Pratiquement toutes les personnes de son entourage proche soutenaient ce point de vue. Personne ne pouvait imaginer qu'il martyrisait son enfant pendant des années. Certains parents de Mindy se sont également retournés contre elle. La grand-mère, le grand-père du côté paternel, qui vivait à 2 maisons de la famille Bereni, ainsi que la tante nommée Linda, n'avaient jamais entendu parler de violence à son égard. Les parents d'Eddie décrivaient l'adolescente de 16 ans comme une rebelle qui ruinait sa vie sous les yeux de son père. L'homme ne pouvait simplement pas regarder cela, c'est pourquoi il est devenu plus strict envers elle.
La jeune fille mentait à tort et à travers, s'enfuyait régulièrement de la maison. Andy avait même des soupçons qu'elle consommait des substances interdites. La lycéenne volait plusieurs fois la voiture de son père. Il était effectivement obligé d'établir des règles assez strictes, car sa vie et son comportement semblaient dangereux et nocifs. La femme du défunt, Johnny, savait qu'Andy bloquait effectivement les téléphones. Le motif en était un appel de Mindy à ses amis. La jeune fille voulait encore une fois s'enfuir. Cette fois, son intention semblait sérieuse et très dangereuse. À l'aide du contrôle parental, l'homme voulait éviter la répétition de tels incidents, c'est pourquoi il a débranché le téléphone fixe. Puis le père a appris qu'elle avait séché le travail. Après cela, l'homme vérifiait périodiquement le kilométrage. Il ne voulait pas qu'elle perde sa place à McDonald's. Les vérifications de la chambre de l'adolescente ont commencé quand Andy a soupçonné pour la première fois qu'elle fumait de l'herbe. Avec ces détails, il semblait que le comportement du défunt ne dépassait pas le cadre du contrôle parental et d'une tutelle saine. Naturellement, cela est devenu l'un des atouts du procureur. Pendant plusieurs mois précédant le meurtre, Johnny tenait un journal dans lequel étaient notés beaucoup d'actes désagréables de Mindy. Elle était cette fille qui aimait enfreindre les règles et, malgré tout, s'amuser. L'arrêter dans ces moments-là était impossible. Chaque fugue de la maison était enregistrée. Et au cours des 2 derniers mois, elle avait fait 3 tentatives. Il y avait aussi ici de nombreuses descriptions de comment la lycéenne pouvait traîner au lit pendant des journées entières et boire des boissons alcoolisées. En même temps, elle mentait constamment. Au final, ses proches ne pouvaient simplement pas lui faire confiance. Selon Johnny, ce n'était pas Mindy qui devait craindre son père. En réalité, son comportement était tellement incontrôlable que la nouvelle femme d'Andy elle-même craignait pour sa vie. Elle avait plusieurs fois entendu comment la lycéenne disait à son père des choses qui faisaient frémir. Johnny ne pouvait pas imaginer ce qu'Andy endurait. Cela durait depuis des années. Selon Johnny, une seule fois Andy avait perdu le contrôle, avait saisi sa fille par la gorge et l'avait jetée contre le mur. Il n'avait visiblement pas l'intention de blesser l'adolescente. Il voulait simplement qu'elle se taise et arrête de se comporter ainsi. La femme niait totalement la possibilité d'abus sexuels sur l'adolescente. De plus, elle n'avait jamais entendu Andy insulter sa fille en retour ou la traiter d'inutile. La pressurer moralement et l'humilier d'une quelconque manière, comme le décrivait Mindy. Johnny était dans la maison quand Andy est mort. Elle avait vu que la jeune fille se comportait de manière inadéquate toute la journée. Cependant, elle n'imaginait pas comment cela pourrait se terminer. Ce comportement de l'adolescente était régulier. C'est pourquoi la femme n'y a pas accordé d'importance particulière. D'ailleurs, elle n'avait pas vu que le fusil de chasse avait disparu de la chambre de son mari. Sinon, elle aurait donné l'alerte. Tout a changé quand Johnny a entendu la détonation. La belle-mère est immédiatement descendue et a vu Mindy qui pointait le fusil de chasse vers sa tête. La femme a réussi à lui prendre l'arme. Personne n'a été blessé. Au début, elle a pensé que la jeune fille essayait simplement d'attirer l'attention. Mais quand elle est entrée dans la cuisine, elle a vu à travers la porte ouverte le corps d'Andy. L'homme était allongé sur le sol près de l'entrée. L'épouse l'a appelé par son nom, mais il n'a pas réagi. Elle s'est approchée. Une grande mare de sang s'étendait sous lui. Johnny a accouru et voulait aider, mais il était trop tard. Mindy avait tué son père, qu'elle haïssait depuis de longues années sans raison particulière. La femme insistait sur le fait qu'Andy voulait simplement aider la jeune fille tout ce temps, la protéger des problèmes de la vie. Les officiers arrivés sur l'appel ont mis l'adolescente dans la voiture de patrouille et l'ont emmenée au bureau du shérif, où Mindy a avoué le meurtre de son père avec des larmes aux yeux. Johnny a déclaré au poste que le meurtre était prémédité. Elle connaissait bien la lycéenne, comprenait qu'on ne pouvait croire aucune de ses paroles. Les avocats cherchaient un moyen de blanchir l'image de la rebelle, sinon prouver son innocence serait difficile. Johnny était certaine depuis le début que Mindy essayait de tromper tout le monde une fois de plus et d'échapper à la punition pour un crime monstrueux. Les avocats insistaient que l'héroïne de l'histoire était battue émotionnellement et physiquement. Et c'est seulement à ce moment qu'elle a osé résister, quand elle a senti une menace réelle pour sa vie et celle de l'enfant. Quand Mindy a appris qu'elle était enceinte à 16 ans, elle a simplement eu peur, car elle pensait que maintenant son père la tuerait certainement. Elle ne pouvait pas simplement aller vers lui et lui annoncer ce qui s'était passé, car dans tous les cas, elle n'aurait pas obtenu de compréhension selon ses dires. La famille d'Andy, dirigée par la seconde épouse, pensait que le procureur réussirait à montrer le vrai visage de Mindy Bereni, qui est une menteuse pathologique et une meurtrière calculatrice, prête à inventer n'importe quel mensonge pour échapper à la justice. La mère Shirley restait toujours la principale alliée de la jeune fille. L'accusation avait beaucoup d'atouts, même en dehors du grand nombre de partisans du défunt.
Le procureur essayait par tous les moyens de réfuter les témoignages de Mindy sur la tyrannie dans la famille. Comme exemple, un poème écrit par la jeune fille a même été présenté. La feuille de cahier a été trouvée dans la table de nuit. Selon l'accusation, elle décrivait le meurtre, ce qui était confirmé par un petit dessin au bas de la page. L'image représentait un cœur saignant transpercé par un couteau. Le procureur pensait que Mindy avait soigneusement planifié le crime. Quand la lycéenne a pris le fusil de chasse de la chambre du père, ce n'était pas pour mettre fin à ses jours. La salle de bain était juste en face de la chambre. Il suffisait de faire quelques pas et de tout faire tranquillement. Selon le procureur, ce n'était clairement pas fait pour se faire du mal, mais pour guetter Andy et en finir avec lui. La salle de bain du rez-de-chaussée était un excellent endroit pour une embuscade. À travers la porte ouverte, on pouvait voir tout le salon et la porte d'entrée. Même enfermé de l'intérieur, on pouvait observer l'entrée par la fente. Compte tenu des intervalles de temps, l'héroïne de l'histoire est restée assise ici environ 1 heure, attendant son père. Pendant tout ce temps, elle aurait très bien pu accomplir ce qu'elle avait prévu et remettre l'arme à sa place. De plus, les criminologues ont pu conclure que l'homme avait reçu la charge de plomb dans le dos. Cela réfutait les paroles de la jeune fille qui affirmait qu'il avait attaqué le premier. L'homme pouvait difficilement l'avoir fait en avançant dos au devant. Un témoin parmi les voisins témoignait du côté de l'accusation. Selon l'homme, au moment de la tragédie, il se trouvait à environ 40 mètres de la maison. Quand Andy a ouvert la porte, tout était calme. Le voisin n'a pas entendu qu'il se disputait ou menaçait, comme l'affirmait Mindy. Andy est simplement entré dans la maison, et seulement 10 secondes plus tard, le coup de feu a retenti. Les avocats continuaient d'insister qu'il s'agissait d'une jeune fille torturée, qui craignait simplement pour sa vie. Elle était obligée de la défendre par tous les moyens possibles, car elle se préparait à devenir mère, malgré son jeune âge. Un témoin très précieux témoignait du côté de la défense, la mère biologique, Shirley Bereni. Elle aussi décrivait Andy comme un manipulateur cruel et insultant, qui maltraitait tant elle-même que les fils aînés. La femme insistait sur le fait que le tyran aimait faire asseoir toute la famille pendant des heures à la table de la cuisine, tout en humiliant et insultant, en tirant visiblement du plaisir de cela. Maintenant, elle comprenait que pendant leur vie commune, Mindy ne subissait pas de telles attaques uniquement parce qu'elle était trop petite. Mais quand la femme est partie, sa colère s'est reportée aussi sur sa fille. Tout a changé seulement à l'âge de 15 ans. Quand Mindy a appelé Shirley pour la première fois et a dit qu'elle ne pouvait plus supporter la pression d'Andy. À cette période, l'état de la lycéenne était vraiment accablant. Elle a même été admise dans une clinique où on lui a diagnostiqué une dépression et des pensées obsessionnelles de suicide volontaire. Elle y est restée 9 jours, prenant des médicaments. Après quoi, son état a été jugé satisfaisant et elle est rentrée chez elle. Par peur d'être maltraitée, la jeune fille avait peur de parler de cet incident. Elle ne voulait plus retourner à l'hôpital. C'est pourquoi elle s'est renfermée et gardait pour elle tout ce qui se passait entre les murs de la maison. Bien sûr, cela n'a pas fonctionné. La pression et les attaques du père continuaient. Selon Mindy, tout cela a mené à la paranoïa et aux extrêmes. Elle se sentait en cage et ne pouvait échapper nulle part au père tyran. Pour étouffer un peu les peurs et les ressentiments, elle a commencé à consommer de l'alcool et à fumer de l'herbe. Tout cela a conduit à l'intervention des services sociaux. En réalité, c'est Andy lui-même qui a contacté la structure gouvernementale, dans l'espoir de gérer le comportement inquiétant de Mindy. De façon inattendue pour l'homme, quand l'enquêtrice pour les affaires de maltraitance d'enfants nommée Laura Alvarada a parlé avec Mindy, elle s'est rangée du côté de l'adolescente. Selon son opinion, l'enfant n'était pas désobéissante ou incontrôlable. Il semblait que la lycéenne était simplement inquiète et intimidée. Elle avait peur de ce qui se passait dans les murs de la maison parentale. Selon Laura, Mindy suppliait qu'on l'aide. Elle a même dit qu'elle était prête à aller dans une famille d'accueil, juste pour être loin de son père. Mindy se plaignait que sa mère ne la prendrait pas. La femme ne voulait rien avoir à faire avec elle à cause de l'abandon de la garde. Selon l'assistante sociale, tout cela ressemblait à un enfant acculé, et non à une rebelle prête à prendre les armes pour le plaisir. Malheureusement, les services de protection de l'enfance avaient aussi les mains liées, car l'héroïne de l'histoire était mineure. Par conséquent, la décision de ce qu'il fallait faire avec elle devait être prise par le tuteur officiel, c'est-à-dire le père. Laura a parlé avec Mindy plusieurs fois. Selon la femme, la dernière rencontre était différente de toutes les autres et semblait plus inquiétante. Il semblait que la fille ne voulait plus s'ouvrir et s'était renfermée. Probablement, Andy l'avait intimidée, mais les contrôles suivants n'ont révélé aucun problème. Le témoignage le plus attendu pendant les audiences était celui de Mindy pour sa propre défense.
C'était une démarche risquée, car après de telles décisions, les jurés peuvent soit pencher du côté de l'accusé, soit prendre une position complètement opposée. Le moment clé était la confiance dans les paroles. C'est pourquoi l'avocat a d'abord décidé de prendre ce risque, car seule Mindy pouvait convaincre tout le monde de qui on pouvait croire, et qui mentait. Mais la situation n'était clairement pas en sa faveur, donc le défenseur a plus tard proposé de choisir le moindre mal. La lycéenne a accepté un accord de plaidoyer. Grâce à cela, elle a reçu une peine plus légère, 20 ans d'emprisonnement, avec droit à la libération conditionnelle après 10 ans. Bientôt la situation a changé. Maintenant la jeune fille avait 20 ans, mais elle avait purgé 4 ans en prison et voulait obtenir justice et sa libération. Pendant cette période, des changements sont survenus dans le système judiciaire d'Agaïa. Maintenant, l'état dépressif de l'enfant est devenu un motif admissible pour la légitime défense, jusqu'au meurtre. L'avocat pouvait officiellement se référer à la légitime défense, ce qui donnait un nouvel instrument pour construire la tactique de défense. Un appel a été déposé, qui a été satisfait. C'était un assez grand risque. Si les jurés ne reconnaissaient pas cette fois l'histoire de Mindy comme véridique, elle pouvait se retrouver derrière les barreaux pour le reste de sa vie. En même temps, la peine minimale pouvait être de 33 ans avant de pouvoir déposer la première demande de libération conditionnelle. L'héroïne de l'histoire était sérieusement déterminée à blanchir son nom et prouver sa vérité. Elle devait raconter son histoire de violence, qu'elle n'avait partagée avec personne en vivant avec son père. Tous les témoins du côté de l'accusation et de la défense se sont réunis, comme la fois précédente. Johnny avait encore du mal à surmonter la perte de son mari, et était pourtant sérieusement déterminé à punir la rebelle Mindy. La jeune fille au procès a de nouveau raconté l'histoire des violences sexuelles, ainsi que physiques, qu'elle avait subies pendant des années jusqu'au meurtre d'Andy. Selon ses mots, il la menaçait quotidiennement, la faisait passer pour stupide, utilisait n'importe quel prétexte pour l'humilier. Elle s'efforçait par tous les moyens de ne pas croiser l'homme. Chaque moindre rencontre menait à des accrochages et des dialogues désagréables. Bien sûr, quand on vit dans la même maison, ce n'est pas facile à faire. Le procureur a de nouveau commencé à énoncer les anciens arguments. La tactique de l'accusation n'a pas subi de changement substantiel. Le premier d'entre eux était la question de savoir pourquoi Mindy n'était pas allée dans la salle de bain située à quelques mètres de la chambre du père pour mettre fin à ses jours. Pourquoi descendre dans ce lieu précis qui s'est avéré idéal pour tendre une embuscade au père? Selon la jeune fille, elle l'a fait parce qu'il y avait une douche en bas. Elle comptait se tuer ici pour que le nettoyage du sang soit plus facile. L'accusée a aussi commenté son poème avec le dessin ambigu, en disant qu'elle avait ainsi reflété ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Le cœur ensanglanté avait été dessiné après une nouvelle dispute avec son père. La jeune fille ressentait de la douleur et du vide. Le poème avait été écrit avant qu'elle ne décide de prendre le fusil de chasse et de se tirer une balle dans la tête. Cependant, selon Mindy, dès qu'elle s'est retrouvée dans la salle de bain en bas, elle n'a simplement pas pu appuyer sur la détente. Elle comprenait que maintenant elle aurait un enfant. En tant que jeune mère, elle devait être responsable non seulement de sa vie, mais aussi du bébé. Ses réflexions sur la vie et la mort se sont prolongées pendant 1 heure entière, jusqu'à ce qu'elle entende un bruit effrayant. Le père était revenu. Elle a compris qu'elle avait manqué le moment et ne pourrait plus remettre l'arme dans la chambre discrètement. Mindy a réalisé à quel point il serait furieux quand il découvrirait ce que sa fille avait essayé de faire. Face aux tourments psychologiques qu'elle endurait, elle a compris qu'elle se battrait pour sa vie et celle de l'enfant à tout prix. L'accusé a également expliqué pourquoi le tir s'est produit dans le dos du père et comment il pouvait l'attaquer de dos. Selon ses dires, Mindy lui a crié de vérifier le répondeur. La jeune fille prévoyait de courir devant lui pour remettre discrètement l'arme dans sa chambre. Mais quand elle est sortie dans la cuisine, elle a vu qu'il commençait à se retourner et a vu le fusil. Mindy a réalisé qu'il allait se jeter sur elle et que c'était fini pour elle. Alors elle a appuyé sur la détente. Maintenant, il est devenu évident pour les jurés qu'il n'y avait eu aucune lutte pour la vie, ni cri. C'est ce que disait aussi la femme d'Andy, Johnny, et le voisin qui se trouvait près de la maison. L'affaire ressemblait de plus en plus à un meurtre prémédité plutôt qu'à de la légitime défense. À la fin de la première étape des audiences, un appel anonyme a été reçu. Il s'est avéré que dans le jury, il y avait une femme qui connaissait l'histoire de Mindy. Elle était venue spécialement d'un autre État car elle avait été touchée par ces événements. La femme était clairement partiale. C'est pourquoi ils ont décidé de tenir une nouvelle audience avec un nouveau jury. Maintenant, la défense allait faire intervenir un nouveau témoin, qui s'est avéré être le médecin traitant de Mindy.
Il l'avait suivie pendant la période où elle s'était retrouvée pour la première fois sur un lit d'hôpital à cause de la dépression et des pensées obsessionnelles de suicide volontaire. L'expert a confirmé que la jeune fille était en dépression profonde et présentait des signes évidents de stress post-traumatique. Elle sursautait au moindre bruissement et bruit de pas. Le psychiatre était d'accord avec l'histoire de Mindy Bereni, selon laquelle elle subissait des humiliations et des tortures de son père. C'est pourquoi sa légitime défense s'est avérée tout à fait logique, particulièrement sur fond de peur pour sa vie et la santé du bébé. Les deux parties de ce débat avèrent des atouts. Comme il s'est avéré, le procureur avait gardé les témoins les plus importants pour la fin. Ils avaient aussi trouvé un spécialiste en psychiatrie qui niait totalement la conclusion de l'expert de la clinique où Mindy avait été soignée. Un coup encore plus dur pour l'accusé ont été les paroles de ses frères biologiques, qui nièrent les faits de violence domestique dans la famille, dont parlaient constamment la mère et la sœur biologique. Cependant, ils ont refusé de témoigner au tribunal, donc ils n'ont pas pu causer beaucoup de dommages à la jeune fille. En conséquence, après 24 heures de discussion, les jurés sont arrivés à la conclusion que Mindy Bereni était coupable du meurtre prémédité de son père. Finalement, elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 23 ans. Les avocats et Mindy elle-même ont été choqués par cette décision. Ils ne s'attendaient pas à ce que la situation ne fasse qu'empirer. La mère de l'accusé, Shirley, n'a pas pu se contenir et s'est jetée directement dans le tribunal vers la famille Bereni, les accusant d'être le mal pur et de vouloir injustement faire pourrir sa fille en prison. De leur côté, Johnny et tous les proches d'Andy étaient satisfaits du verdict, car ils avaient réussi à blanchir le nom lumineux de l'homme qui avait tout misé pour protéger sa fille et l'aider à éviter les problèmes de la vie. Malheureusement, cela lui a coûté la vie. Ce qu'il est advenu de l'enfant de Mindy n'est pas communiqué. Dans une interview, elle a raconté qu'elle avait toujours su qu'elle avait mal agi. Mais le désespoir et la peur qu'elle ressentait étaient inévitables. Et elle a dû ôter la vie à son père tyran. Mais qui mentait vraiment? Mindy avec son enfance difficile, ou la famille Bereni qui couvrait un agresseur et un tyran? Merci à tous pour votre visionnage. Il sera très intéressant d'entendre vos opinions dans les commentaires. Je suis sûr que nous aurons de quoi discuter.